C'était Noémie Aliwa. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio. Installez-vous confortablement, prenez un café, allumez la clim si besoin. Nous allons passer les 3 prochaines heures ensemble. Appelez-nous, la ligne est grande ouverte au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur sudradio.fr, sur Facebook, Instagram, X, TikTok pour poser vos questions, partager vos témoignages ou simplement donner votre avis. Ici, c'est chez vous et ce matin, nous allons parler de cette bonne nouvelle. Les incendies sont de manière générale sous contrôle dans notre pays. Ce sont les mots de notre Premier ministre Sébastien Lecornu dans la tribune dimanche. L'actualité, ce sont ces gros incendies en Gironde et dans l'Aude qui sont désormais fixés. Les pompiers poursuivent le nettoyage des points chauds et le plus important, quasiment toutes les personnes évacuées ont pu rentrer chez elles. Habitants comme vacanciers, la très grande majorité est de retour à domicile. Alors dites-nous, est-ce que vous avez pu vous-même rentrer chez vous? Vous êtes encore inquiet avec cette chaleur? Est-ce que vous avez des proches qui ont été évacués? Racontez-nous vos vacances, racontez-nous comment vous avez vécu cette situation, comment vous viviez actuellement ces retours chez vous au 0826 300 300. Appelez-nous. Et puis ce matin, on reviendra aussi sur cet appel qui fait beaucoup réagir. Ces praticiens qui dénoncent ces actes esthétiques réalisés par des personnes sans compétences médicales. 5000 médecins sortent du bois dans une tribune au Parisien. Ils tirent la sonnette d'alarme, des injections, des soins esthétiques, des interventions pratiquées par des gens qui n'ont aucun diplôme, aucune compétence médicale. Sur Instagram, dans des cabinets improvisés, parfois même dans des appartements. On injecte, on pique, on transforme et on risque la mort. 2 jeunes femmes sont déjà mortes en 4 mois. Les médecins ne mâchent pas leurs mots. Ils parlent de marchands de mort et ils interpellent directement la ministre de la Santé. Combien de morts faudra-t-il encore, Madame la ministre, écrivent-ils. Selon eux, près de 40% des injections esthétiques en France seraient aujourd'hui réalisées par des non-médecins. Alors on vous pose la question cash. Faut-il durcir la réglementation? Plus de contrôle, plus de sanctions. Vous êtes peut-être concerné, vous êtes médecin, chirurgien esthétique. Vous avez déjà été tenté d'aller vous faire injecter moins cher chez quelqu'un qui n'est pas médecin. On veut votre avis, on veut vos témoignages, on veut du vrai. Appelez-nous tout de suite au 0826 300 300, 0826 300 300. Et c'est parti, on est ensemble sur Sud Radio. Les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et notre premier sujet du jour, c'est donc le soulagement, mais aussi l'inquiétude de celles et ceux qui peuvent enfin rentrer chez eux après les incendies. Les incendies reculent, mais la vigilance reste de mise. En Gironde, le méga-feu demeure stable et les habitants du Cap-Ferret et du Porche peuvent regagner leur domicile dès aujourd'hui. Et parmi eux, Yasmine Desvignes. Bonjour Yasmine. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et gérante d'une ferme à Le Porge en Gironde. Yasmine, racontez-nous déjà ce matin, vous avez pu réintégrer la ferme, vous allez peut-être pouvoir la réintégrer dans l'après-midi. Racontez-nous comment est-ce que vous vivez cette situation et cette avancée pour vous. Alors, le Porge et l'Ège, on peut les réintégrer qu'à partir de 14h aujourd'hui. Et pas tous les endroits sont réintégrables. Parce qu'il y a des endroits où encore avec des points chauds. Et aussi au Porge, il y a des champs d'obus qui ont été découverts à cause des feux. Donc, certains quartiers sont pas encore accessibles. C'est ça. Et donc, vous vous préparez à partir de 14h peut-être à pouvoir rentrer chez eux. Est-ce que vous êtes inquiète justement ? On est moins inquiet. Ce qui va être plus difficile, c'est de découvrir et de vivre au milieu des cendres. On va essayer de remettre un peu de vie et d'aider les personnes qui ont été le plus touchées. Il y a des voisins autour de chez vous qui ont été touchés ? Oui. Par exemple, un restaurant, c'était des amis qui le tenaient, l'eucalyptus qui a complètement brûlé. Il reste vraiment plus rien. La forêt autour de nous, les champs autour de nous, il n'y a plus rien. La ferme et les habitations de notre route sont ok, mais il y a d'autres routes qui n'ont pas eu cette chance-là, quoi. Et est-ce qu'il y a eu des organisations entre les habitants du coin pour s'entraider, pour s'apporter de l'aide justement vis-à-vis de ceux qui ont vu peut-être leur maison brûler, qui ont perdu des choses dans ces incendies ? Oui, là il y a énormément de dons et de collectes qui se font. Au Porge, ils récupèrent donc vêtements, tout ce qui peut être utile aux personnes qui ont tout perdu. Il y a donc des collectes aussi pour la faune sauvage, aussi pour les centres équestres qui ont dû évacuer et la ferme aussi. La et il y a ferme, eu justement. aussi pendant le excusez-moi, je me suis perdue, je suis avec la fatigue. Je vous en prie. Il y a
il y a eu aussi des tournées pendant que le Porge n'était pas accessible pour les animaux, des bénévoles et des gens de la mairie qui tournaient pour donner à manger aux chats, aux poules, et autres animaux qui n'ont pas pu être récupérés. Vous parlez de votre fatigue. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu vous-même ces derniers jours? Comment est-ce que votre quotidien a été bousculé? Comment est-ce que vos habitudes ont dû s'adapter à cette nouvelle situation autour de ces veaux à cause de ces méga-feux? Alors, oui, on est fatigué. C'est normal, on dormait pas les premiers jours. Le sommeil est encore un peu compliqué. Surtout qu'au début, le feu donc a été déclaré le mercredi. Et le Porge a été évacué dès le mercredi soir. Et on a eu, nous, pour la ferme, donc on a énormément d'animaux à bouger. Et on a très peu de vent ou de bétaillères. On a fait appel à des gens pour venir nous aider, mais les routes pour revenir au Porge ont été très vite bloquées. Et on n'a pas pu récupérer tout le monde le premier soir. Heureusement qu'on a pu y retourner dès le jeudi. Grâce à certaines routes qui n'étaient pas bloquées pour récupérer le reste des animaux. Oui. Et après, quelques animaux sont très durs à attraper, notamment nos cochons qui sont sur plusieurs mètres carrés, sur 500 mètres carrés, qui sont un peu sauvages, qui ont dû rester à la ferme. On était très inquiets pour eux. Et surtout, vous nous dites qu'il y a des animaux que vous avez pu embarquer avec vous pour les protéger loin des feux, mais qu'il y a des animaux comme les cochons qui ont dû rester sur place, et donc que vous avez eu beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis d'eux. Oui. On avait tout ouvert, donc tout était ouvert. Ils pouvaient fuir s'il y avait besoin. On a des mares. On a fait ce qu'on pouvait pour essayer on a essayé de les récupérer plusieurs fois, mais c'était vraiment difficile. Il est vraiment trop difficile, donc oui, on a dû laisser un déchirement à chaque fois, mais c'était vraiment pas possible. Oui, il ne s'agit pas non plus de se mettre en danger. Ça n'est pas de se mettre en danger. Et donc vous nous disiez qu'à partir de 14h, vous allez pouvoir regagner tout simplement votre maison, votre ferme, et que vous êtes finalement partagé entre l'enthousiasme et l'inquiétude. Comment est-ce que vous allez organiser les prochains jours? Donc les prochains jours, on va essayer de ramener les animaux petit à petit, ce qui est toute une logistique entre les faits de les rentrer dans les camions, refaire les enclos, retrouver de la nourriture pour eux. Et on a quelques amis qui vont venir nous aider. On va aussi essayer d'aider le plus possible les copains qui ont été touchés, les habitants du Porge. Et on va faire revivre le village. On est obligé. Et c'est ça, et donc vous vous organisez avec les habitants, avec ceux qui ont perdu des choses, ceux qui n'en ont pas perdu, et donc vous organisez pour essayer de faire en sorte que le quotidien redevienne celui qu'il a été. Oui, on voit déjà quelques oiseaux revenir qui étaient complètement partis, et on n'attend plus que la végétation reprenne. Et aujourd'hui, comme de par hasard, il pleut enfin. Donc, c'est un signe du ciel pour vous, c'est ça, le fait qu'il pleuve le jour de votre retour? Oui, ça fait un retour de frais, de vie. Ça fait plaisir. Et on attendait la pluie. Et est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous êtes inquiète tout simplement qu'il y ait un retour de ces feux? Est-ce que vous pensez que vous allez continuer finalement à craindre, que vous allez continuer à ressentir une forme d'angoisse vis-à-vis de ce qui pourrait nouveau se reproduire? Ah, c'est sûr. Après, autour de nous, il y a plus grand chose à brûler. Mais oui, l'angoisse est toujours présente. On faisait déjà de la prévention avant avec les personnes qui passaient à la ferme. Et puis, on est assez... en fait, même le Porge, les offices de tourisme faisaient de la prévention à ce niveau-là. Mais l'angoisse, elle sera toujours présente. Tant que les moyens ils sont pas déployés pour pouvoir arrêter des méga-feux comme ça, tant que il n'y a pas des végétations plantées qui sont moins inflammables que le pin et les fougères, oui, l'inquiétude sera toujours présente, quoi. Et puis les sécheresses qui sont de plus en plus présentes aussi, quoi. C'est ça, des moyens qui pourraient être mis en place pour pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc ces moyens, vous venez de les évoquer brièvement. Est-ce que vous attendez des nouvelles mesures pour justement faire en sorte que dans les années qui viennent, ça ne se reproduise pas? Oui, on attend les mesures. Elles étaient déjà attendues après 2022, elles n'ont pas eu lieu, donc on a de l'espoir, mais est-ce qu'on y croit? Je sais pas. S'il y avait une mesure
que vous pourriez demander aujourd'hui à l'État, ce serait laquelle, la plus importante, la plus primordiale pour vous? Alors déjà, plus de Canadair, plus de moyens pour les pompiers. Je pense que ça, ce serait déjà primordial. Plus de Canadair. Oui. Et peut-être plus de moyens aussi pour accompagner aussi les pompiers sur le terrain, j'imagine. Oui, c'est ça. Est-ce que vous-même, vous avez pris des décisions récemment pour protéger davantage votre ferme pour les années qui viennent? Est-ce que vous réfléchissez à des façons d'adapter un petit peu votre ferme dans son infrastructure, dans ce que vous avez l'habitude de faire pour que les années qui viennent soient moins inquiétantes pour vous? Donc, on va essayer de revoir le plan d'évacuation, mais sous la panique. Les plans d'évacuation, c'est quand même... on essaie de faire au mieux, mais il y a toujours des imprévus. Donc, on va quand même essayer de revoir nos plans d'évacuation. On débroussaillait déjà. On avait nos asperceurs un peu partout. Je sais pas. En fait, déjà, l'avenir, pour nous, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, donc on verra. Écoutez, merci beaucoup. Merci Yasmine. On vous souhaite un bon retour chez vous, un bon retour à la ferme où vous allez pouvoir enfin vous occuper de vos cochons qui sont restés sur place. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Voilà, et dans un instant, on reçoit François Turmel pour un tout autre sujet, médecin esthétique, président du syndicat national des médecins esthétiques, et on va parler de ces injections hors de tout contrôle. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats de l'été, Noémie Aliwa. 10h15 sur l'antenne de Sud Radio, on poursuit notre tour de l'actualité avec ces injections esthétiques hors de tout contrôle. Des produits injectés dans le visage par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une fac de médecine. Et oui, des cabinets sauvages, des lives Instagram, des tarifs cassés et des patientes qui se retrouvent à l'hôpital, 2 décès en 4 mois. Une mobilisation massive de médecins qui n'en peuvent plus et une question qui devient urgente. Jusqu'où laissera-t-on faire? Est-ce que vous, d'ailleurs, vous feriez confiance à quelqu'un sans diplôme médical pour vous injecter quelque chose dans le visage? Appelez-nous pour nous raconter ça. En tout cas, on en discute ce matin avec mon invité. Bonjour François Turmel. Bonjour. Bonjour, vous êtes médecin, vous êtes président du syndicat national des médecins esthétiques et vous avez signé cette tribune? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de sortir du bois maintenant? On sort pas du bois maintenant, ça fait des années qu'on alerte les pouvoirs publics sur ce type d'exercice, donc ça fait à peu près une dizaine d'années, si vous voulez, qu'on alerte, mais aujourd'hui ça a pris une dimension tout autre, c'est un véritable enjeu de santé publique, ça se développe partout, et par définition, si vous voulez, comme ce sont des injecteurs, ou plutôt des injectrices, parce qu'il s'agit essentiellement de femmes, clandestines, c'est très difficile de les identifier. Donc, si vous voulez, on peut les identifier, on peut les sanctionner qu'une fois que la cliente, celle qui est allée les voir, porte plainte. Sinon, c'est très compliqué de les identifier. Il faudrait mettre en place des réseaux, si vous voulez, de surveillance pour pouvoir retirer les offres illégales qui correspondent à l'exercice illégal de la médecine. Oui, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ces annonces, ces personnes qui annoncent justement, qui font des propositions de tarifs très intéressants à des prix cassés et qui font des propositions justement d'intervention esthétique. Alors justement, si vous voulez, le problème c'est que ces personnes-là échappent à toute réglementation, évidemment. Au niveau marketing, je vois marketing entre guillemets très très bien fait, si vous voulez, avec des photos avant-après qui sont très alléchantes pour celles en général très jeunes qui voient ces photos sur les réseaux, avec des tarifs attractifs, etc. Donc c'est très difficile, si vous voulez, pour un médecin à la limite de concurrencer ce type d'activité. Bah oui. Donc la seule façon, c'est de les démanteler. Mais comment démanteler, si vous voulez, des filières, des réseaux dont on ne connaît pas l'existence? C'est la grande difficulté, je pense, pour les pouvoirs publics. Les sanctions, elles existent. Les sanctions, c'est 30 000 € pour exercice illégal de la médecine. C'est 30 000 € d'amende, 2 ans de prison. Jusqu'à présent, les peines prononcées étaient ridicules par rapport à ce que je vous annonce. Alors évidemment, aujourd'hui, on se retrouve avec 2 cas. Celui de Villeurbanne, il y a 4 mois, un décès à Villeurbanne, et là, un décès à Nice. Mais le décès à Nice, finalement, la patiente, elle n'a même pas eu d'injection. Elle est décédée suite à un malaise vagal qui n'a pas été pris en charge, puisque la personne, si vous voulez, qui l'a
c'est une esthéticienne, si j'ai bien compris, une esthéticienne dans un salon d'esthétique avec une tierce personne qui est partie dès qu'elle a vu que la personne faisait un malaise vagal. Et comme elle a aucune formation, même pas une attestation, si vous voulez, de formation gestes et soins d'urgence de niveau 1, donc elles ont rien. Donc si vous voulez, le problème, c'est que la personne fait un malaise vagal. Le malaise vagal n'étant pas pris en charge parce qu'elle n'est pas médecin, et ben ça débouche, si vous voulez, sur un arrêt cardio-respiratoire, et quand les urgences arrivent, ben la personne, malheureusement, n'est pas réanimable, quoi. Oui, vous avez des mots très forts dans cette tribune, justement. Vous parlez de marchands de mort. On parle donc de ces 2 jeunes femmes qui sont mortes en 4 mois. Vous venez de nous expliquer l'un des cas. Qu'est-ce que vous proposez comme mesure pour éviter que ça se reproduise, pour qu'il y ait des mesures qui soient plus fortes, pour éviter qu'il y ait une excroissance de ce genre de propositions sur les réseaux sociaux ? Alors, comme mesure, je vous dis, c'est difficile, les mesures, parce qu'elles sont pas identifiables. Autant, si vous voulez, c'est facile de faire une régulation, de prendre des mesures quand c'est une profession réglementée, comme la profession de médecin, d'avocat ou autre. Par contre, pour des gens dont on connaît pas l'existence, c'est très compliqué. Donc, ce que nous, on a déjà proposé au ministère il y a déjà 1 an ou 2, c'est qu'ils mettent en place une grande campagne d'information et de sensibilisation du public, si vous voulez, surtout les jeunes, donc via les réseaux sociaux. Mais cette campagne d'information, moi j'ai pas eu de retour. Apparemment, ça n'a pas été validé par le cabinet parce que par manque d'argent apparemment. Mais à mon avis, ce serait la première des choses à faire: sensibiliser, informer le grand public et surtout les jeunes, donc via les réseaux sociaux, du danger de ces injections clandestines faites par des non-médecins, non habilités, non formés, enfin bon, bref, tout ce que vous avez dit en préambule. Et vous croyez qu'une campagne de sensibilisation pourrait vraiment faire changer les choses? Parce qu'on sait quel est l'argument de ceux qui vont plutôt dans ces cabinets-là, plutôt que dans des cabinets de médecins esthétiques. C'est souvent tout simplement le coût financier, parce que ce sont des prix cassés. Non, mais si vous avez d'autres propositions, moi je suis preneur. Non, vous connaissez sans doute mieux le sujet, mais c'est vrai que... Les autres solutions, parce que bon, c'est renforcer les sanctions, on peut toujours renforcer les sanctions, mais moi je suis pas... C'est au juge à ce moment-là, si vous voulez. Alors effectivement, les 2 personnes, celle de Lyon et celle de Nice, qui sont en cause... vont être poursuivis pour homicide involontaire. Donc là, les sanctions, si vous voulez, vont dépasser bien évidemment les sanctions prévues par le code pénal pour l'exercice illégal des médecines, puisqu'il y a homicide involontaire. Mais sinon, autrement, si vous voulez, je vous dis, les sanctions sont ridicules. Donc on peut toujours demander, effectivement, que les sanctions soient renforcées, soient durcies. Mais le problème, c'est que c'est pas nous qui sommes juges. Et quand on sait qu'il n'y a pas de place en prison, je vois pas comment on va mettre ces jeunes femmes esthéticiennes en prison. Bah bon. Donc ça, c'est la première des choses. Démanteler les filières d'approvisionnement, bah oui, mais il faut les démanteler, il faut pouvoir les identifier. C'est anarchique, c'est partout en France, c'est pas uniquement dans les grandes agglomérations, vous en avez même dans des petites villes de campagne. Donc c'est très très compliqué. En plus, si vous voulez, elles exercent en général, c'est ce qu'on appelle le nomadisme, elles exercent une fois dans une grande ville, une autre fois dans une autre grande ville, avec un numéro de téléphone qui change, etc. Parce que quand elles ont des soucis, moi ça m'est arrivé avec une patiente, la patiente a eu un souci, elle a essayé de joindre celle qui lui avait injecté dans les lèvres. C'était pas très grave, c'était purement une esthétique, des boules, etc. Évidemment, c'était pas le résultat escompté. Son numéro de téléphone ne répondait plus, vous voyez. Donc, c'est très compliqué. Ensuite, informer massivement, puis renforcer la surveillance des réseaux sociaux. Il faudrait mettre des gens derrière les écrans, etc. Quand on voit la difficulté déjà dans le narcotrafic, ou dans la pédocriminalité, je vois mal les fonctionnaires aujourd'hui, ça c'est sûr, mais justement dans les questions de narcotrafic ou de pédocriminalité, les criminels ne s'affichent pas au grand jour. Or là, toute la différence, c'est quand même qu'il y a une promotion de ce trafic-là, il y a une promotion sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Est-ce que peut-être qu'une collaboration avec justement ces grandes plateformes qui permettraient d'identifier assez facilement finalement tous ceux qui font des propositions de ce genre de service, ça pourrait être aussi une piste à envisager? Ah oui, s'il y a une décision, s'il y a une loi qui permet effectivement le retrait rapide des offres illégales, ce type d'offres illégales, mais encore faut-il que quelqu'un, si vous voulez, les identifie. Donc il faut bien. Alors ça peut être effectivement sur dénonciation. C'est pour ça qu'à mon avis, si vous voulez, il faut quand même déjà qu'il y ait une grande campagne d'information, de sensibilisation, et au moins que les patientes, les clientes, si vous voulez, qui vont dans ce type de structure, c'est même pas des structures, hein, souvent c'est dans une chambre d'hôtel
hôtel, un appartement, bon, lorsqu'elles ont des effets secondaires, les déclarent, mais souvent elles ont honte, si vous voulez, des effets secondaires. Sauf quand c'est grave, évidemment. Quand c'est une nécrose, bah là, elles sont obligées d'aller aux urgences. Donc forcément, les urgences, bon, bah là, c'est identifié. Après, il y a une procédure de déclaration. Quand elles décèdent, malheureusement, heureusement que c'est rarissime. Lorsqu'elle décède, évidemment, elle va pas déclarer. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, vous parlez des nécroses, on parle des conséquences aussi assez graves sur la santé de certaines utilisatrices. Et peut-être une question un peu plus technique, c'est-à-dire est-ce que ce sont les mêmes produits qui sont utilisés par ces injectrices-là que par les médecins esthétiques? Est-ce que ce sont les mêmes produits? Est-ce que c'est plutôt de la contrefaçon? Alors ça, c'est pareil, moi j'en sais rien. Seuls les services de police qui font des descentes dans cet établissement-là, on peut penser que oui, vu les tarifs pratiqués. Parce que vu les tarifs pratiqués par rapport à ce que nous on pratique, si vous voulez, a priori, ce sont pas les mêmes produits. Mais ça arrive que ce soit les mêmes produits, si vous voulez. Elles peuvent très bien commander les mêmes produits que ceux qu'on a. Effectivement, là c'est pareil, c'est un marché clandestin, c'est le darknet, je sais pas. Mais bon, nous, le syndicat national des médecins esthétiques, si vous voulez, notre action s'arrête là où c'est l'action qui doit être prise par les pouvoirs publics, par la DGS, les ARS, et puis la DGCCRF, et tous ces organismes qui sont censés contrôler tout ça. Effectivement, il n'y a pas de traçabilité. On a bien vu dans les reportages que les femmes qui ont été victimes de ça ne savent même pas ce qu'on leur injecte. On leur dit pas, je vous injecte tel produit avec tel numéro de lot. Nous, quand on injecte un produit, il y a le numéro de lot, il y a une traçabilité. Déjà, il y a un devis, enfin bref, il y a un consentement éclairé, enfin tout ça c'est écrit. Là, il y a rien d'écrit, il y a pas de consultation préalable. Enfin, on est dans l'exercice illégal de la médecine le plus abject qui soit. Et justement, est-ce que vous êtes en contact peut-être avec certains députés qui sont prêts à faire bouger les choses, peut-être qui réfléchissent déjà à une proposition de loi dans l'avenir? Dans une proposition de loi, pour l'instant, il y a des décrets, des arrêtés, mais c'est surtout axé pour l'instant pour réglementer, si vous voulez, la profession de médecin esthétique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de projet à ma connaissance. Mais bien sûr, je connais énormément de députés ou de sénateurs qui réfléchissent. Tout le monde réfléchit à la question. Et au ministère aussi, ils y réfléchissent. Hein. Ils sont pas non plus complètement hermétiques à ce type de débat de société. Hein. Ils se rendent bien compte. C'est un véritable enjeu de santé publique. Hein. Oui, et tout ça, c'est vraiment démocratisé justement avec le développement de la chirurgie esthétique, qui il y a encore quelques années était réservé à une certaine élite. C'était les stars de Hollywood, c'était les grandes personnalités du cinéma. Mais ces dernières années, ça s'est totalement démocratisé et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des jeunes femmes, même très jeunes, se faire des injections dans les lèvres régulièrement. Ça s'est complètement démocratisé. C'est devenu quelque chose de presque banal aujourd'hui. C'est aussi un changement d'époque. Ça aussi, c'est-à-dire que il va falloir s'adapter aussi à ce changement des habitudes. Alors que vous le dites, oui, ça, il y a un changement. Il y en a qui diraient un changement de paradigme. C'est beaucoup plus littéraire. Mais c'est évident que les jeunes sont très demandeuses. Un petit peu moins. Il y a eu vraiment une période, si vous voulez, où les jeunes, les très très jeunes, 18 ans, il fallait qu'elles soient majeures quand même, du moins dans un cabinet médical, pouvaient accéder à ce type de nom. Un petit peu moins, semble-t-il, maintenant. Mais c'est vrai que les lèvres, c'est la zone anatomique la plus demandée par les jeunes, c'est clair. Et maintenant, le problème aussi d'injecter, si vous voulez, pour augmenter le volume des fessiers. C'était le cas, si j'ai bien compris, de celle qui était à Nice, là, elle devait se faire injecter des fessiers. Vous rendez-vous, où on en est, ces filles-là, elles ont qu'une notion du risque, quoi. Mais c'est de l'insouciance, de l'inconscience.
Voilà, c'est un changement d'époque, un changement de paradigme. Merci beaucoup. Voilà. Merci docteur, merci François Tourmel. Merci. Tout ça. On a bien entendu votre appel à plus de réglementation donc dans les actes de chirurgie esthétique. On est bien sur Sud Radio, il est 10h28 et dans un instant, comme vous en avez l'habitude, vos grands débats de l'été, les chroniqueurs approchent, ils entrent, ils s'installent autour de la table, ils sont tout prêts. On va notamment parler de la crise migratoire à Ceuta, ses effets politiques, l'Europe a-t-elle encore des frontières? À tout de suite sur Sud Radio.